bonjour à toutes et tous. Ce sont les tips des femmes de santé. Avant de vous présenter Lidwin Mott, qui va intervenir aujourd'hui, je tiens à faire une petite annonce. Le 9 décembre prochain, nous organisons notre grande journée des États généraux de la place de la femme dans le secteur professionnel de la santé. C'est une journée qui va synthétiser les ateliers sur lesquels vous avez travaillé et qui va aussi produire du contenu. Et nous avons l'immense chance d'avoir le haut patronage d'Elisabeth Moreno, le parrainage d'Olivier Véran. Et nous avons envoyé des petits messages à la Première Dame de France et nous aimerions bien avoir au moins son soutien. Voilà, ça serait vraiment super. Donc, en gros, ça y est, les femmes de santé sont reconnues par les pouvoirs publics. Donc, venez le 9 décembre. C'est à Paris cette année parce que c'est vrai que pour nous, pour l'équipe, c'était un petit peu plus facile parce que nous sommes hébergés dans un incubateur parisien. Donc, du coup, il y a les locaux. Néanmoins, l'année prochaine, je serais ravie d'aller ailleurs en France faire ces états généraux. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour l'annonce. Le 9 décembre, le lien, vous l'avez eu par mail pour vous inscrire. L'inscription est obligatoire. Elle comprend aussi un super bon traiteur et la possibilité de networker entre nous et de discuter. Donc voilà, voilà. Alors, Lidwin Mott, je vais vous présenter et j'aime bien vous présenter parce que vous avez un parcours super atypique. Votre parcours, en fait, vous venez du BTP. Alors voilà, une femme de santé qui vient du BTP, ça n'arrive pas tous les jours. Il y a du BTP qui travaille dans la santé, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et en fait, vous avez trouvé à un moment dans votre travail que ça manquait, qu'il manquait le côté humain dans beaucoup de relations qu'il y avait dans votre entreprise. Et donc, vous avez décidé de travailler là-dessus et de développer vos compétences sur les relations humaines pour qu'elles soient plus fluides, moins dans l'émotion criante entre guillemets et plus adaptées au fait d'être bien dans ces relations au travail. Et puis, vous rêviez depuis longtemps de travailler dans la santé, et puis un jour, vous faites un tournant. D'abord, vous apprenez, vous faites un diplôme de coaching pour comprendre mieux ces relations humaines et les émotions qui y sont liées. Et puis, vous faites aussi le cours d'éducation thérapeutique du patient pour comprendre à la fois les besoins des patients et les besoins des soignants. Et vous avez l'idée géniale de transposer les méthodes qu'on utilise dans les relations clients que vous avez, sur lesquelles vous avez travaillé pour que ces relations soient meilleures, plus fluides, etc. Et les relations interprofessionnelles dans le secteur où vous étiez du BTP. Et vous avez l'idée de transposer ça avec le mélange de ce que vous avez appris dans le coaching et le mélange de ce que vous avez appris en éducation thérapeutique du patient pour faire un système qui transpose ces méthodes, donc ça s'appelle de l'innovation d'usage, pour permettre aux soignants et aux soignés d'aller ensemble dans un processus de soins optimum avec une bonne observance des traitements pour les patients, des bons liens avec les patients pour les soignants. Et c'est exactement ce que vous allez nous raconter, c'est-à-dire quelques trucs et astuces qui permettraient soit aux patients, soit aux soignants d'avoir de meilleures relations pour un traitement le plus efficace possible. Et la parole est à vous. Tout à fait. Ah, j'ai Merci. oublié un truc Oui. important. Excusez-moi, important, parce que c'est une femme de santé et qu'on ne fait pas que présenter le professionnel. Lidwin a 42 ans, elle a 4 enfants, et alors elle a fait un truc génial, et je les cite, et c'était pour une asso qui s'appelle Sourire à la vie, qui est une association marseillaise de lutte contre le cancer. Elle a fait le raid Amazon il y a 2 ans au Vietnam, en binôme, ça veut dire du canoë, de la course à pied, du VTT. Voilà, elle a couru pour une asso, et ça c'est la parenthèse fermée, mais elle a toute mon admiration pour ça, parce que femme de santé, c'est pas uniquement qu'une vie professionnelle, c'est le mélange d'une vie professionnelle et d'une vie personnelle. La parole est à vous. Merci beaucoup, Alice. On va aller droit au but parce qu'effectivement, le timing est serré et qu'il y a pas mal de choses à se dire. Alors, engager son patient dans son processus de soins, je vous ai fait quelques slides pour que vous puissiez vraiment suivre tout ce qu'on va se dire. Donc, en fait, on va commencer par cette notion d'engagement du patient avec la définition que donne ce professeur émérite canadien qui s'appelle Brian Haynes, qui dit que l'observance, c'est quand les comportements du patient coïncident avec les conseils de santé. Ça, c'est l'observance, quand ça matche ensemble. Donc, si le comportement vient matcher avec le conseil de santé, alors on va pouvoir parler d'observance et du coup d'engagement dans le processus de soins. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le patient, il va suivre son traitement, il va le suivre dans la durée, et puis s'il y a un besoin d'adaptation du traitement,
il va être capable de l'exprimer pour pouvoir échanger et au contraire adapter son traitement et pas l'abandonner directement. Et puis, dans l'engagement dans le processus de soins, il y a tout ce qui va tourner autour de vivre avec sa maladie, que ce soit du point de vue physique, du point de vue psychologique, du point de vue social. Donc, on a donc un patient qui est en action, et c'est une action qui est constructive et qui est positive. Donc, il va y avoir des comportements constructifs et positifs. Alors en fait, tout ça, c'est génial parce que ça permet des bénéfices pour tout le monde, pour le patient bien sûr, mais aussi pour l'équipe soignante, pour l'établissement de santé, pour tout ce qui est recherche. Et puis, on va avoir des bénéfices qui vont se mesurer en termes d'efficacité, d'économie financière, de bien-être, de qualité des soins. Et on a une problématique en fait aujourd'hui qui est que l'engagement du patient, c'est pas toujours ça en fait. On a, voyez, ces chiffres qui sont assez forts, qui sont tirés de l'OMS et de cabinets de conseil spécialisés dans le domaine de la santé. On a par exemple 50% des patients qui sont insuffisamment observants. Et du coup, on a 12 000 décès qui sont dus à une mauvaise observance en 2015. On a 100 000 hospitalisations qui pourraient être évitées. Et tout ça, ça coûte 9 milliards d'euros simplement à retraiter des patients qui n'auraient pas eu besoin d'avoir des frais supplémentaires à cause des complications dues à une mauvaise observance. Alors, d'où ça vient tout ça? Quelles sont les causes de non-engagement? Je vous ai listé là pas mal de causes. Ce n'est pas exhaustif. Pour autant, là, vous avez déjà beaucoup d'informations. On va avoir un manque de confiance, alors que ça soit en eux ou dans le personnel de santé ou dans le traitement lui-même. Un manque de résultats rapides, une perte d'autonomie au quotidien. Peut-être qu'ils ont sous-estimé les complications et que du coup, ils se disent que le traitement, ils vont le prendre un peu, puis pas forcément longtemps. Manque de rigueur, perte de confort dans le quotidien, vous voyez, changement trop soudain. Quand la vie change vite, c'est pas évident de s'adapter, on n'a pas forcément envie ou la motivation pour le faire, donc on va voir comment on va pouvoir faire ça. Peur des effets indésirables, et puis bien sûr tout ce qui est deuil, et pas seulement le deuil physique, mais aussi le deuil psychologique, le deuil social, voilà, tout ce qu'il y a autour dans l'environnement et dans le contexte. Et dans ce cas-là, en fait, le patient, il va être soit en inaction, soit dans une action qui va être négative. Donc vraiment, l'objectif, ça va être de le mettre en action, mais de le mettre dans une action positive et constructive pour que vraiment il ait le comportement associé au conseil de santé. Alors, comment on va faire ça? La clé, en fait, c'est l'émotion. La clé, c'est l'émotion, puisqu'en fait, émotion, ça vient de ex movere, qui veut dire se mouvoir en dehors, ça veut dire se mettre en action. Chaque action est mue par une émotion. Donc vraiment, la clé de tout ça, c'est l'émotion. Il va falloir gérer l'émotion. Les émotions, surtout chez un patient, c'est nombreux, c'est changeant, c'est décuplé quand il s'agit de maladie. Donc l'idée, ça va être d'identifier à la fois les émotions qui sont immobilisantes, qui vont vers l'action négative, et puis du coup de générer l'émotion motrice, celle qui nous motive, celle qui nous bouge, pour avoir une émotion constructive. Et en fait, derrière chaque émotion, c'est là qu'on va aller voir, il y a un besoin. Et c'est justement avec ce besoin, en comblant ce besoin, qu'on va pouvoir générer la bonne émotion et générer l'action et le comportement qui va correspondre au conseil de santé et faire en sorte que le patient s'engage dans son processus de soins. Oui, mais ça serait trop facile si on avait tous les mêmes besoins, évidemment. Donc, chacun est unique, chacun a ses propres émotions, ses propres besoins. Donc, vraiment, ce qui va être important, c'est de s'intéresser à chacun pour identifier ses besoins spécifiques, ses émotions spécifiques et générer le comportement qui va bien derrière. Alors, comment ça se passe? Vous avez là, en fait, le patient qui arrive avec ses comportements, ses motivations, ses émotions, ses besoins. Et puis, face au patient, il y a vous, les personnels de santé, qui venez mettre en face, du coup, vos attitudes, vos postures, vos différents arguments, du sens aussi à ce que vous allez apporter, et puis l'implication, du coup, que vous allez pouvoir générer au patient. Et c'est ça, plus ça, qui va donner une relation très positive, de l'engagement, une relation de confiance sur la durée, c'est ça qui est très important aussi, une relation de qualité avec un patient qui va pouvoir être autonome, être responsable et du coup s'engager. Donc vous voyez que en fait,
nous, les personnels de santé, enfin vous surtout, vous pouvez vraiment avoir un vrai impact là-dedans et pas simplement attendre que le patient s'engage. Vous pouvez avoir un rôle là-dedans et faire en sorte du coup que vous puissiez bénéficier vous aussi de cette super relation et de cet engagement. Alors pour ce faire, en fait, la méthode, elle va tenir en 3 grands points. Un, être authentique, c'est vous, connaître vos forces, vos limites, savoir gérer vos émotions pour pouvoir être bien et puis inspirer confiance. Ensuite, c'est être clair, ça veut dire utiliser des techniques de communication qui soient positives pour valoriser les bénéfices que ça va apporter à vos patients et du coup communiquer avec impact. Plus vous parlez en bénéfice patient de tout ce que vous leur proposez, plus vous avez de chances qu'ils soient intéressés par ce que vous allez leur proposer. Et puis la troisième clé, c'est personnaliser et là vraiment pour créer la relation unique. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un outil en particulier qui permet tout ça. Un outil qui est simple et efficace, il s'appelle le DISC. Le DISC, c'est un outil qui est beaucoup utilisé en management, en relation client, en vente. Il a été élaboré par le psychologue Marston. C'est un outil qui est vraiment simple à appréhender, qui est pragmatique, qui est facile à utiliser au quotidien. Moi, je l'utilise vraiment tout le temps, que ce soit pour écrire un mail, pour un coup de fil, avec n'importe qui dans le quotidien tous les jours et aussi au boulot. Et en fait, ça permet d'identifier les préférences de comportement de chacun. Et puis, une fois que je les ai identifiées, je vais pouvoir adapter mon message avec l'objectif qu'ils le comprennent, qu'ils se sentent en confiance, qu'ils puissent y adhérer. Après, libre à lui d'en faire ce qu'il veut. Mais pour autant, j'aurais réussi à lui faire passer mon message et il aurait réussi à le comprendre. En fait, on aura eu la même vision des choses, un peu comme si je prenais sa paire de lunettes, que je la mettais, et du coup, on arrive à voir le monde dans le même angle, dans le même sens, et on va pouvoir parler un langage commun. Alors évidemment, il ne va pas falloir 15 minutes pour développer cet outil, mais je l'ai appliqué ce matin en 4 slides pour vous donner vraiment des clés très concrètes que vous pouvez déjà utiliser dans votre quotidien. Alors, il se lance tout doucement. Donc, vous voyez que ce disque, en fait, il y a 4 couleurs, il y a 4 comportements préférentiels. Alors, attention, on ne met surtout pas les gens dans les cases, hein. On est tous un mélange de tout ça. Pour autant, on a des préférences. Vous avez tout d'abord en haut à droite ce qu'on appelle le profil dominant qui est représenté en rouge. Lui, son émotion, c'est la colère saine. Donc, il aime les défis. Il a pour objectif de vaincre la maladie. Voilà ce qui va le motiver, vaincre la maladie. Ensuite, vous avez le profil influence qui est représenté en jaune. Lui, il est motivé par la joie, par l'interaction. Donc, il va chercher vraiment toujours le côté optimiste de sa maladie. Ensuite, vous avez le profil stabilité qui est représenté en vert. Lui, ces patients, ils vont rechercher du sens, de l'utilité dans ce qu'ils vont faire et dans ce qu'ils vont vivre, notamment dans leur processus de soins, pour avoir une vie la plus stable possible, la plus équilibrée possible. Et puis, vous avez les derniers qui sont représentés en bleu pour la conformité. Eux, ils sont mus par la peur et donc, en fait, ils ont besoin d'être assurés par un cadre, d'avoir la bonne façon d'agir, d'avoir les procédures, d'être sûr que le processus de soins, ça leur convient bien, qu'il est de qualité, qu'il a de la référence et que c'est avec ça qu'ils vont pouvoir avancer, se soigner, guérir. Donc, vous voyez déjà que là, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs, ils n'ont pas tous la même motivation et ni la même émotion qui va la mettre en action. Donc, ça va être important de repérer laquelle. Et aussi de ne pas se tromper, parce que si vous venez parler de vaincre la maladie à quelqu'un qui veut juste réussir à vivre avec tranquillement, ça ne va pas marcher, en fait, tout simplement. Et ça va tenir à ça. Et donc, c'est important d'identifier ça. Alors, du coup, je vous ai mis là les peurs et les besoins selon cet outil. Donc, vous voyez que vous avez les 4 profils qui reviennent à chaque fois. Pour le rouge qui a besoin de résultats et qui a peur de perdre le contrôle sur la maladie, il va vous poser certaines questions que vous pouvez repérer. Par exemple, il va vous dire combien de temps ça va prendre, quand est-ce qu'on se revoit, comment je peux maîtriser les symptômes. Voilà, il va vous avoir besoin, comme il veut vaincre, il a besoin de maîtriser ça. Le profil influence jaune qui est dans la sympathie, vous allez pouvoir le reconnaître avec des questions du genre quel impact ça va avoir sur mon apparence et sur ma vie sociale. Il a peur d'être rejeté. Donc, est-ce que cette maladie va faire que je vais être rejetée par les amis, par les groupes que je peux avoir? Et du coup, comment je vais pouvoir gérer ça?
Ensuite, le profil stabilité vert qui a besoin de sécurité, lui, il a peur de l'imprévu. Donc, il a un gros changement dans sa vie. Il faut vraiment tout remettre à plat pour reprendre méthodiquement comment ça va se passer pour refaire de la stabilité dans mon quotidien. Donc, il va vous demander quelle est la méthode, pourquoi est-ce qu'on va faire ce processus, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, donnez-moi du sens, donnez-moi envie d'y aller, quoi. Et puis, vous avez le dernier profil donc bleu sur la conformité qui, lui, a besoin de preuves, qui a peur de l'incertitude. Et donc, il va vous dire, prouvez-moi que c'est le bon traitement. Et quels sont les risques du traitement que vous me donnez? Parce que j'ai besoin de me protéger de tout ça, de savoir, et du coup, de pouvoir m'organiser pour avancer. Donc, vous voyez que là encore, les profils sont différents. Pour autant, on reste vraiment dans 4. Donc, c'est assez simple à appréhender. Et puis, du coup, vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire par rapport à ces personnes-là, à ces profils de patients sur un profil qui va être rouge dominant, ce qui va être important de votre part, c'est que vous puissiez vous centrer sur les faits pour aller à l'essentiel, pour aller à l'efficacité. Il va avoir besoin de maîtriser la maladie. Donc, c'est quelqu'un à qui vous allez pouvoir proposer différentes pistes, si c'est possible, pour pouvoir l'intégrer en fait dans le processus de décision, lui proposer des solutions et lui montrer que le processus de soins que vous avez choisi avec lui, c'est un processus qui est efficace. Et là, du coup, il va pouvoir y aller parce qu'il y a un objectif et que ça va le motiver. Ensuite, le profil jaune, il va attendre de vous de partager. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de beaucoup d'échanges avec tout le personnel de santé, qui va appeler l'infirmière par son prénom, qui va avoir besoin de se sentir reconnu quand il va venir faire des soins à l'hôpital ou en externe, et qui va avoir besoin d'être vraiment dans un climat de convivialité. Donc, plus vous prenez le temps de l'écouter et de lui parler et que vous le laissez parler, plus du coup la relation de confiance va se nouer et du coup il va s'engager dans le processus de soins, j'allais dire presque pour vous faire plaisir, parce que la relation va être là. Et puis après, vous avez le profil vert qui, lui, le profil stable, il a besoin d'être réconforté, de donner du sens. Donc, dites-lui pourquoi vous faites ça, expliquez-lui que c'est un traitement qui existe depuis longtemps et qu'il y a une vraie fiabilité. Et puis, vous allez pouvoir l'accompagner dans ses changements quotidiens, s'il y a besoin, par exemple, d'un fauteuil roulant, de pouvoir changer l'adaptation dans son appartement ou l'aider à l'accompagner ou lui donner quelqu'un qui va l'accompagner dans sa nouvelle organisation de vie. Et puis voilà, de voir qu'il y a des étapes et que petit à petit, il va être accompagné et que ça va bien se passer parce qu'on va faire les choses et on va reprendre. Et puis le petit quotidien va reprendre. Et puis pour le dernier profil qui est dans la conformité, il a besoin vraiment d'être rassuré. La première chose à faire, c'est de baisser les enjeux. Parce qu'il y a un vrai stress de oh là là, qu'est-ce qui est en train de m'arriver, qu'est-ce qui se passe. Baisser les enjeux, ne pas en rajouter. Et puis de donner vraiment un maximum de détails. Plus vous rentrez dans les détails de ce qui se passe, de pourquoi vous le faites, d'où ça sort, si vous avez des preuves, des notices, des protocoles, etc., avec des résultats chiffrés, probants, ça va le rassurer. Et là, derrière, il va vous suivre. Et à partir du moment où il va être OK, alors là, du coup, il n'y aura plus aucun souci, aucune question, puisqu'il aura vraiment adhéré dès le départ à tout ça. Il sait quels sont les risques. Et du coup, comme il sait quels sont les risques et qu'il n'aime pas le risque, il va tout faire pour ne pas avoir ces risques de non-observance. Donc, du coup, il va pouvoir vraiment vous suivre et s'engager dans le processus de soins et avoir le comportement adapté. Enfin, je vous ai mis une slide pour l'implication. Comment est-ce que vous pouvez du coup faire en sorte que votre patient s'implique dans le processus avec vous de manière très efficace. Un profil que vous avez repéré avec de la dominance et de la maîtrise, donnez-lui des objectifs et des sous-objectifs avec des paliers. Si vous lui donnez des petites étapes, des petites échelles avec des paliers d'objectifs et de sous-objectifs, petit à petit, vous allez pouvoir fêter le sous-objectif et puis le sous-objectif d'après. Et du coup, ça lui redonne la niaque pour aller à l'objectif et à l'objectif final qui est le processus de soins global. Si vous êtes face à un profil jaune, par exemple, vous pouvez l'intégrer à une communauté de patients. Vous pouvez faire en sorte qu'il discute avec d'autres, qu'il se crée un nouveau réseau social de gens comme lui qui vivent la même maladie, par exemple. Face à un profil vert, vous pouvez lui faire partager son expérience, là pour le coup, pour montrer à d'autres gens, par exemple, son côté patient expert, ça va beaucoup correspondre à des personnes qui ont ce profil vert, qui sont beaucoup dans l'écoute, qui sont beaucoup dans l'aide, qui veulent se rendre utiles. Donc, faire en sorte que leur maladie serve à quelque chose, qu'elles servent à faire avancer d'autres dans leur quotidien, qu'elles servent à faire avancer la science. Donc, il va falloir qu'ils se sentent utiles. Donc, rendez-les utiles, ils ne seront que plus impliqués dans leur processus de soins.
Et puis enfin, le profil bleu, valorisez en fait à chaque fois que vous le voyez dans votre suivi, le fait que c'est bien, il suit bien le processus, il fait bien le travail comme il faut, et du coup ça avance bien, et du coup il va avoir les résultats qu'il faut. Donc valorisez le fait que comme il suit bien les règles, c'est bien, ça va marcher, et du coup ça va avancer, et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. C'est quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Donc vous voyez qu'à la fois, bon, il n'y en a que 4, donc c'est tout à fait accessible. Pour autant, chacun a ses propres besoins, chacun a ses propres motivations. À la fois, si vous arrivez à vous caler avec des lunettes rouges à quelqu'un qui va parler rouge, bah, vous allez du coup passer votre message de manière beaucoup plus impactante. Et à la fois, si vous lui parlez vert, bah, ça ne va pas marcher, quoi. Et vous risquez juste de faire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'un profil vert, si vous venez lui dire, bon, allez, hop, 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 là, il va falloir se bouger parce qu'il y a un objectif de résultat, panique à bord parce que vous allez stresser dans son, voilà, il y a du changement, il y a du rythme, ça ne me convient pas. À l'inverse, ou sur un profil bleu que vous le mettez au milieu d'un groupe de patients en disant bon, ben voilà, maintenant ça va être sympa, on va discuter et tout, ça ne va pas lui correspondre. Et du coup, vous risquez de faire l'effet inverse. Vous voyez que ça tient à pas grand-chose pour que ça marche, ça tient aussi à pas grand-chose pour que ça ne marche pas. Et du coup, on a tous ceux qui ont rapport avec les patients un vrai rôle en fait, à jouer pour faire en sorte que bah, ça marche. Et voilà un outil parmi d'autres qui peuvent faire en sorte que ça marche. Et du coup, pour terminer, simplement pour vous dire que si vous prenez le temps, parce que c'est ça au départ, hein, de prendre le temps, parce qu'on ne l'a pas, de s'intéresser encore plus à son patient, de gérer ses peurs, de personnaliser la relation, de valoriser le traitement en termes de bénéfices pour chacun, alors, bah, du coup, vous allez pouvoir switcher les émotions qui sont inhibantes et qui n'avancent pas, et puis faire en sorte de générer de l'émotion motrice. Du coup, bah, votre patient, il est en confiance, il est serein, il se responsabilise. Du coup, bah, il va se mettre en action volontaire. Nullement, vous ne l'influencez de manière négative, hein. Ça va venir de lui, c'est volontaire parce qu'il a compris. Du coup, il va s'engager. Du coup, il y a une bonne observance à 3 étoiles. Du coup, s'il y a une bonne observance, bénéfice pour le personnel de santé, bah, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'efficacité et vous pouvez le réinvestir de manière durable dans bah, la gestion des peurs et la valorisation du traitement, etc., pour d'autres patients. Et du coup, enchaîner vraiment cette boucle très positive de l'engagement dans le processus de soins. Voilà, 15 minutes. C'était sport. C'est toujours très court. Bravo. On a envie d'en discuter pendant très longtemps. On peut s'en parler longtemps. Voilà, donc vraiment vous donner déjà ce premier outil clé du 10 qui peut vraiment s'appliquer très efficacement à ça. Voilà. Alors, merci beaucoup, beaucoup. Avec C'est plaisir. extrêmement intéressant. Je pense que effectivement, on en discutait parce on discutait aussi de ce point, c'est que normalement, ce genre de formation, entre guillemets, c'est toute une journée en petits groupes, de discussion et de mise en place, etc. Mais l'aperçu, là, est étonnant parce que c'est vrai que jamais, je pense, ou en tout cas très peu auraient pensé à un système comme ça pour convaincre son patient. D'abord, je vais retenir trois choses, hein. C'est d'abord le coût énorme du manque d'engagement du patient, déjà. Et ça, je n'avais même pas idée de ça et je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être plus répandu. Ensuite, la notion d'émotion liée aux besoins et si les besoins sont bien remplis de façon correcte dans la relation avec le soignant, alors les émotions vont être motrices et vont permettre cet engagement du patient. Et alors, le dernier point, moi, j'ai un INPES pendant 7 ans, donc l'éducation thérapeutique du patient, j'adore. Et en fait, bah, c'est finalement pas uniquement que de l'explication de la maladie et de la pédagogie, c'est autre chose. Et il y a plusieurs dimensions. Et c'est vrai que quand on est dans un haut lieu et on fait des dépliants ou autres supports pour l'éducation thérapeutique d'une maladie, il manque le volet émotionnel et relationnel avec le patient. Merci pour ça, parce que bah, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. La parole est aux femmes de santé qui veulent poser des questions. Il n'y en a pas? Il n'y a pas de micro en tout cas. C'est peut-être. C'était hyper Merci. clair. Merci beaucoup. J'ai pas spécifiquement de Bonjour à questions vous. parce que Merci. Clair. Merci beaucoup, Ludivine, pour cette présentation. C'était vraiment très riche, effectivement. Et vraiment,
Je salue aussi votre pédagogie dans ce temps court qui a été vraiment très, très chouette. En tout cas, pour une première participation à un webinaire, c'est 100% pour ma part. Merci. Donc, chouette. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on peut rapprocher finalement cet outil de toute la démarche derrière qui est fait en littératie en santé? De plus en plus, le concept que j'ai du mal à m'approprier parce que je trouve que c'est rajouté un terme de vocabulaire. On parle déjà de prévention, éducation, promotion de la santé. Maintenant, on rajoute le terme littératie aussi. Du moins, voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de faire de la complexité là où des fois on peut retrouver aussi de la simplicité? En tout cas, est-ce que DISC s'inscrit aussi dans cette logique-là? Oui, il s'inscrit partout. Dès que vous avez besoin en fait de parler à quelqu'un et de faire en sorte qu'il comprenne juste ce que vous avez besoin de lui dire, ça rentre là-dedans. Moi, j'ai fait partie un temps de l'équipe de relecture à la Ligue contre le cancer, donc on parlait pas mal de littératie aussi. Effectivement, c'est hyper impactant aussi de mettre j'allais dire des phrases, des arguments pour chacun en fait, pour que du coup chacun puisse se sentir concerné et comprenne bien ce qu'on attend de lui et qu'est-ce qui va se passer. Et oui, ça s'applique aussi peut-être. Merci. Il y a Marine qui nous dit aussi qu'il y a un autre outil intéressant, mais qui est plus complexe, qui permet de déterminer le profil motivationnel. Pardon, Marine, hein, moi je cite, elle cite l'énéagramme. Ouais. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est que l'énéagramme, en fait, vous allez surtout vous en servir pour mieux vous connaître vous-même. Par contre, à appliquer derrière, il est beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup plus de dimensions, parce qu'il y a beaucoup plus de spécificités et que voilà, dans la relation derrière, c'est beaucoup plus complexe. Pour se connaître soi, c'est super. Mais pour l'application derrière, vraiment bon courage. Et pour l'apprendre en une journée, déjà, ça ne suffit pas. Il faut au moins 2 jours et puis après le réappliquer. Enfin, voilà, il faut vraiment se l'approprier. C'est pour ça que moi, je favorise vraiment beaucoup le disque parce qu'il permet à la fois de se connaître mieux, parce on peut passer un profil, et puis de l'appliquer de manière très efficace, très pragmatique, très concrète dans plein de situations avec juste 4 dimensions et qui fonctionnent, enfin pour ma part, tellement bien qu'il n'y a pas de raison d'en prendre un autre dans l'application. Voilà ce que moi je préconise. Et comme en une journée, on a compris l'outil, on sait déjà l'appliquer et qu'après, avec des petits rappels quotidiens, on gère déjà bien, je trouve que c'est un outil qui vaut plus que les autres en termes d'application. L'énéagramme vraiment pour soi. Voilà, donc il y a la réponse pour vous, Claire, dans la dernière phrase de Lidvine. Eh bien, écoutez, mesdames, merci de vous être loguées et d'avoir assisté aux tips des femmes de santé. Merci pour celle dont c'était la première et merci pour le retour, parce que nous, on est super contentes d'organiser ça et de faire du lien entre vous. N'hésitez pas, à nous proposer des tips, à relayer autour de vous, à faire venir des femmes de santé dans le réseau, parce que maintenant qu'on a les soutiens des pouvoirs publics, eh ben, ça commence on va vous voir être beaucoup plus entendus. Et pour votre info, l'année prochaine, on va mettre en place des groupes de travail sur des sujets de santé importants. Donc, on va vous envoyer un questionnaire puisqu'on est un collectif et qu'on ne va pas déterminer les sujets de santé importants sans vous. Hein, ce n'est pas notre boulot. Pour celles et celles qui veulent travailler, fournir du contenu, émettre des avis ou des recommandations dans certains secteurs de la santé, que ce soit l'organisation, le TP, le cancer, la santé de la femme, la santé de la femme, peu importe. Ces groupes seront les vôtres. Voilà, merci beaucoup, Lidine. Avec plaisir, je vois qu'il y a une dernière question qui est pourrons-nous avoir accès aux diapos? Il y a un replay, je crois, hein, donc du coup, vous aurez tout ça. Oui, Mais, voilà. si besoin, je peux envoyer le slide, ça ne me dérange pas. Avec plaisir. Merci beaucoup. Margot et l'équipe derrière, je vous remercie. Formidable organisation. Margot. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.